Télébusiness sur Molière TV+. Alors bonsoir, bonsoir, cher ami. Bon, j'ai lu un peu de questions, je comprends vos préoccupations, et surtout à la première question. Et comment on peut faire pour renforcer l'enseignement au Congo? Moi, je dirais qu'au lieu de parler de renforcement de l'école, moi, je parle au moins disons, de la réforme. Hein. On a toujours dit, hein, la réforme de l'enseignement au Congo, la réorganisation de l'enseignement au Congo. Et parler de la réforme de l'enseignement au Congo, il y a beaucoup de facteurs. Mais moi, dans un terme un peu simple, il faut faire la synthèse. Moi, je dis d'abord, il faut voir les problèmes d'infrastructure. Parce qu'on peut élaborer des bonnes théories, écrire des bons livres, tout ça, avoir des professeurs de qualité, mais si l'infrastructure n'est pas bonne, l'enfant ne sera pas assidu et l'enfant ne pourra pas être à l'aise. Hein? Il est vraiment regrettable de voir aujourd'hui les enfants qui suivent encore les cours à même les sols. C'est pratiquement insupportable aujourd'hui dans notre pays. Des deux, il y a aussi problème de prise en charge des enseignants. Bon, avant, on parlait de prise en charge des enseignants par les parents. On l'a aboli. Ils ont quand même raison parce que quand ce sont les parents qui prennent charge des professeurs, donc comme dit l'État, disons, a abandonné sa mission, quoi. Les parents, d'abord, ils payent des frais scolaires, ils payent des uniformes des enfants, ils payent des transports des enfants, ils doivent encore s'occuper des professeurs. Bon, le frais scolaire, là, ça sert à quoi? Hein? Donc, les enseignants sont je parle des écoles officielles, ce sont des fonctionnaires de l'État. C'est l'État qui doit prendre en charge, disons, ses employés. Alors, quand ils ne sont pas bien payés, quand ce sont des parents qui payent, les enseignants ont aussi le main clouée. Hein? Ce sont des parents qui doivent décider parce que c'est nous qui vous payons, tout ça. Alors, il faut voir ça. Et vous savez que le métier de l'enseignant à l'époque, c'était un métier noble. Un enseignant, un professeur, c'était quelqu'un qui était vraiment respectueux. Mais aujourd'hui, les enseignants, ce sont des malheureux. Alors, on dit, le ventre affamé n'a pas d'oreille. Et quand un professeur, un enseignant n'est pas bien payé, qu'est-ce qu'il va faire? C'est la corruption. Et comment un professeur, disons un préfet, un directeur, même un promoteur, peut, disons, sanctionner un enseignant qui demande la corruption au moment où il n'est pas payé. Donc toi-même, tu ne le payes pas. Et tu vas l'empêcher de corrompre. Mais il va vivre comment? Donc pour abolir ce fléau de la corruption, il faut que l'enseignant soit pris en charge, soit bien payé. Alors quand je paye bien l'enseignant ou le professeur, alors j'ai le droit de les sanctionner au moment où il demande de la corruption. Alors là, disons. Donc ce sont des choses qu'on connaît, hein, on a toujours parlé de ça. Il faut construire des bonnes écoles, il faut réparer des écoles, il faut fournir des bancs aux écoles. Ce sont des choses qui ne coûtent pas. L'État, notre État, il peut le faire, même des particuliers. Hein, même des particuliers, ces députés qui gagnent, je ne sais pas combien par mois, ben, ils peuvent commencer à mettre vraiment une bonne partie de leur salaire au bien-être de la population. Quoi. Ces gens-là qui nous ont élus. Hein, il ne faut pas seulement fournir de l'argent, tout ça pendant la campagne électorale. Mais une fois que tu es élu, il faut prendre soin de tes frères. Donc, je disais qu'il y a beaucoup de facteurs. Donc, l'infrastructure compte beaucoup. Il faut vraiment tenir compte de cela. Prise en charge, surtout le soutien vraiment moral, spirituel, économique des enseignants, comme aussi des professeurs. Il faut, dans des écoles, une école qui se respecte, avoir des bibliothèques. Donc tout cela, ça dépend. Fournir même des matériels pour des recherches. Enfin, vous savez, chez nous, l'enseignement est basé sur la partie théorique. Et pourtant, ici, c'est la pratique.
Tu vas voir un enfant le matin, quand il sort là, et sur son dos, il a des livres de 5 kilos, pas 5 kilos, 10 kilos, il porte là. C'est des livres, ils apprennent déjà dès les bases, l'école primaire, les enfants apprennent à lire, à faire des recherches. Hein. Et chaque jour, hein, je vois chez moi ici, dans ma paroisse, il y a ce qu'on appelle oratoire. Hein. On appelle ça dopo scuola, c'est-à-dire après l'école. Donc les enfants, ils sont là à l'école, ils mangent à l'école. Quand ils reviennent à la maison, ils doivent avoir 1 heure, 2 heures du temps. Ils viennent en paroisse alors pour faire, on appelle en italien, les compiti, les devoirs. Moi, dans ma paroisse, hein, j'ai l'oratoire et il y a des enseignants en pension ou bien des volontaires de paroisse qui aident les enfants à faire les devoirs, surtout les enfants des immigrés. Hein, on a des immigrés ici, arabes ou africains, qui ne maîtrisent pas la langue italienne ou bien qui n'ont pas étudié ici, ne connaissent pas bien l'enseignement d'ici. Alors, il y a des volontaires qui aident ces enfants à faire le devoir, tout ça. Tu vois, l'enfant, à l'école primaire, il fait des recherches. Il fait des recherches. Alors, il est déjà habitué, demain, il va terminer. Il sait déjà comment s'organiser, comment faire un projet. Parfois même, les projets qu'il a commencé au niveau des primaires, secondaires, il amène ça jusqu'à l'université. Donc, former les enfants à un esprit de recherche. On a même nos frères qui sont à l'université, ils ne font pas des recherches. Ils font seulement des recherches quand il va faire le travail de fin de cycle. Mais pendant l'année, il n'y a pas de recherche. Les professeurs cherchent le syllabus. Syllabus, c'est une occasion pour avoir de l'argent. Les professeurs font des syllabus. Non. Ici, le professeur vient, il fait un titre, et là, confère tel livre. Les livres que lui a écrits. Vous allez à la bibliothèque, et puis la bibliothèque aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire d'aller à la bibliothèque. À partir de ta maison, si tu es connecté à l'université, tu peux prendre des livres, hein, tu commandes des livres sur ton ordinateur, tu travailles. Donc, le professeur, il fait une synthèse, hein, une introduction de la matière. Après, vous allez faire des recherches, créer des groupes, et puis la fois prochaine, chacun de vous expose. C'est comme ça. Alors, on est habitué à lire, on est habitué à faire des recherches. Chez nous, tout est centré sur la partie théorique. On a les enfants qui font la chimie, tout ça. Ils ne savent pas. Les mécaniques, ils n'ont jamais touché même un véhicule. Ils ne connaissent pas les moteurs, on y voit seulement. Il y a beaucoup vraiment à réorganiser. Pour ma fondation, Père Alphonse Bukoki. Alors moi, partant de tout cela, on a voulu donner une petite contribution, raison pour laquelle, dans un milieu reculé comme Mbetseke, on a construit une école. Je pense peut-être déjà allé plus d'une fois voir l'école. Bon, les gens s'étonnent de trouver une école comme ça dans un milieu reculé. Je m'étais dit, nous devons donner la possibilité même aux enfants qui sont à la périphérie de Kinshasa, étudier dans de très bonnes conditions. Peut-être nos autorités, en voyant que dans les banlieues ou dans la périphérie, il y a une école grande, belle, bien fournie comme bibliothèque, tout ça, alors ils peuvent s'amender à la cité. Ils peuvent... Alors, ça c'est... Donc, comme je dis, l'infrastructure. Nous, on a voulu faire une infrastructure comme en Europe. Comme en Europe. Donner la possibilité aux enfants de la périphérie d'étudier très bien dans de très bonnes conditions. Et avoir des enseignants de qualité. Donc, on ne nomme pas, on n'envoie pas des enseignants parce que c'est mon cousin, parce que c'est mon frère, parce qu'il fait partie de mon parti politique. Non, parce qu'il a des qualités, il a des capacités à transmettre à nos enfants. Bon, je termine par cette autre réflexion que j'ai faite là. Il est vrai qu'il y a une maman au compromisme. Selon moi, je pense que il faut savoir que les gouvernements ou les pays, moi, en tant que joueur de football, là, je compare un peu un pays avec l'équipe de football. Donc, dans une équipe de football, hein, on est là, 11, chacun a ses responsabilités, chacun a son rôle. On peut être un meilleur joueur, un meilleur gardien, mais si la défense n'est pas bonne ou tu n'as pas de bons attaquants, de bons médiateurs, ça ne sert à rien. On te fera toujours des goals. Alors, je pense que le Premier ministre, pour moi, c'est comme le capitaine d'une équipe. Il est là pour sensibiliser les hommes, mais il ne peut pas jouer à la place de l'autre.
Il peut seulement interpeller son collègue là comme... D'abord, ce sont des collègues. Ce sont des collègues. Il est joueur comme l'autre, il ne peut pas les gronder. Non, non. Il peut seulement l'interpeller, il peut seulement donner un conseil. Mais si les capitaines lui-même ne jouent pas bien, on peut dire, mais comment tu te me reproches, toi-même tu ne fais rien. Et lui, il va donner corps et âme pour donner l'exemple. Il va bien jouer, il va se sacrifier pour stimuler les autres. Parce que chacun a son rôle. Elle est le Premier ministre, elle ne sera pas ministre de la Justice en même temps, il ne sera pas ministre de la Défense ou de l'Enseignement. Il va seulement guider, accompagner, conseiller, mais c'est l'équipe. Donc, il y a le Premier ministre, on va voir l'équipe qu'elle va composer, avec qui il va collaborer. Elle peut être là, les maires, tout ça, toutes les qualités que je lui donnais des mamans. Mais s'il n'a pas une bonne équipe, ou bien s'il n'y a pas cohésion, si on va entrer dans le pouvoir, dans le gouvernement, moi je suis de tel parti, je suis de tel coin, on est foutu. Donc une fois que tu es nommé ministre, tu ne fais plus partie de ton parti politique ou bien de ta famille et de ton clan. Tu es pour le pays. Tu es le premier ministre de RDC. Tu es le ministre de Justice de RDC. Pas d'un parti politique ou bien d'une région. Non, tu es un député national, même pour appartenir des députés, c'est la même chose. Quand tu es élu, tu es pour tout le pays. Et c'est comme ces ministres-là, ça dépend. Moi, je pense que la grandeur de cette dame, la réussite de cette dame dépendra de l'équipe qu'il aura. C'est une équipe. L'équipe de football, tu es un capitaine, mais s'il n'y a pas cohésion avec le défenseur, s'il n'y a pas harmonie avec, disons, les gardiens, tu peux être un bon capitaine avec toutes les bonnes volontés, tu ne feras rien. Et à part le capitaine, il y a l'entraîneur. Le chef de l'État, c'est l'entraîneur. L'entraîneur ne joue pas, mais c'est lui qui fait les jeux. Hein? L'entraîneur, il est à l'extérieur. Si l'équipe gagne, on ne félicite pas directement le capitaine, on va féliciter l'entraîneur. Quand on perd, on condamne, on change l'entraîneur, on ne change pas le capitaine tout de suite. Donc pour dire que le gouvernement, la gestion d'un pays, c'est une équipe où chacun fait son rôle. Chacun sait d'abord quel est mon rôle. Parce qu'il y a pas des gens, il est ministre de justice, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il va faire. Il n'a pas fait les droits, il ne sait pas ce que signifie ça. Alors, il peut avoir des bons conseils, mais si lui-même n'a pas des notions, ça ne sert à rien. Donc, c'est une équipe où Premier ministre, la maman, elle est là, elle sera capitaine d'une équipe. Et le chef de l'État, il sera l'entraîneur, le coach. Parce qu'ils vont faire la politique du gouvernement, la politique du chef de l'État. C'est qu'il a promis. Donc, il a choisi cette dame, il a confiance en elle, c'est que cette dame, elle peut m'assister, elle peut m'accompagner. Et la dame aussi, c'est bon, j'ai choisi tel ministre, parce qu'ils peuvent m'aider aussi à former une bonne équipe. Parce que nous devons rendre compte au coach. Si nous échouons, les coachs échouent. Et les coachs aussi doivent faire tout pour qu'il y ait cohésion avec l'équipe là, pour qu'on gagne, quoi. Alors moi, je souhaite toutes les bonnes choses du monde. On espère qu'ils vont nous honorer parce que le pays est vraiment à un niveau trop bas. Trop bas, trop bas. Dans tous les secteurs, tous les secteurs. Et la maman, comme elle est du Congo central, il va aussi penser, parce que le Congo central est devenu les poumons de Kinshasa, quoi. Pour ne pas dire les poumons de RDC, il faut enlever la partie matière première, tout ça. Le port, c'est au Congo central. Hein? Donc, voir comment ils ont détruit même des routes, là. Comment on va ravitailler Kinshasa si on n'a pas de train, si on n'a rien? On a tout détruit pour favoriser les camions de particuliers. Et tous ces camions qui entrent à Kinshasa, ils créent des embouteillages. Donc on se demande, mais pourquoi les embouteillages? Mais demandez, hein? Tous ces gros camions qui vont là. Or, avant, il y avait des trains marchandises. Il y avait ça. Un grand pays comme le Congo qui n'a pas de train. À l'époque, quand on était jeune à Kinshasa, il y avait des trains là qui quittaient, je ne sais pas, l'aéroport jusqu'à... Mais il y avait des milliers de gens qui prenaient les trains. Donc la route était libérée. Mais ça n'existait pas. Alors tout le monde prend le bus, les minibus, c'est impossible. Donc il faut vraiment s'asseoir et bien réfléchir pour réorganiser même la vie de Kinshasa. Donc, bonne chance au chef de l'État. D'abord, c'est lui qui est coach. Et je pense qu'il a promis, il va le réaliser. Et
Et puis à maman ministre, bonne chance. On espère qu'on aura la possibilité, quand on viendra au Congo, de la voir. Donc je disais que nous, on a fait ça dans les banlieues et la périphérie pour donner l'exemple. Donner l'exemple et surtout donner la possibilité à nos jeunes enfants de la périphérie d'étudier dans de bonnes conditions. Et puis côté professeur, on essaye de constituer une famille. Moi, j'appelle ça famille Gocheda, quoi. Donc les enseignants, les professeurs, ils se sentent protagonistes. Ils se sentent vraiment partie intégrante de la formation des enfants et de la famille. Donc là, on est en famille. Ce sont nos enfants, pauvres ou non, ce sont nos enfants. Donc on va se sacrifier, comme c'est une école catholique privée. Donc l'union fait la force. Il dit que ils savent que s'ils donnent des enseignements de qualité, les enfants, les parents feront confiance. La petite contribution ils vont donner pour permettre aux enseignants d'être bien payés. Et s'ils sont bien payés, ils sont motivés. C'est ainsi qu'à Gocheda, quoi, vraiment, l'enseignement est vraiment de qualité. J'y tiens beaucoup à la moralité et à la qualité des enseignements à Gocheda, quoi. Pour la troisième question, bon, oui, c'est vrai, le chef de l'État a honoré nos mamans, mais il a nommé comme Premier ministre une femme. Bon, chez nous au Congo, c'est la première fois, mais dans le monde aujourd'hui, on peut dire que c'est épocal. Aujourd'hui, bon, chez nous ici en Italie, il y a le Premier ministre, c'est une femme, en France, c'est une femme dans plusieurs pays. Ici, il y a la présence des femmes comme Premier ministre, tout ça. Bon. Chez nous, c'est la première fois. Je suis content que finalement, on a valorisé la maman. Moi, j'ai une autre lecture. Pourquoi aujourd'hui, dans cette époque-ci, les gens dans les pays démocratiques, ici, on élit les familles politiques et tout ça. Je pense que si aujourd'hui, on revient au nombre des femmes, parce que la femme, c'est la maman. Moi, j'ai lu ça autrement. Je dis qu'aujourd'hui, on a compris l'importance de la femme et surtout le sens de la maternité. La femme, c'est une mère. La femme, mère, c'est-à-dire qu'elle a un cœur. Aujourd'hui, ce qui tue nos pays, c'est parce que nos dirigeants, certains de nos dirigeants, ils n'ont plus de cœur. Il n'y a pas de cœur, le sens de la maternité. Chaque être humain, pas seulement l'homme, chaque a ce sens de la miséricorde, de l'amour du patrie. On n'en a pas. Nous sommes les premiers à dire les Kamamabélé. Qui aime le Congo? Qui aime le Congo? On a des dirigeants, bon, quand il n'est pas au pouvoir, il parle au nom du peuple, on va faire ça. Une fois qu'il est au pouvoir, il pense qu'à son argent, à sa poche, à sa famille. Il pense à acheter des maisons, il pense à voyager, la belle vie. S'il habitait à Selemba, au lieu d'arranger les routes de Selemba, non, il va aller à Gombe, il va à la Binza, tu vois. Donc le problème chez moi, c'est le problème du cœur. On a vraiment perdu l'essence de l'humanité, l'amour à notre pays, l'amour, disons, au quartier où on a évolué. Non? Alors, une dame, c'est une maman. Et elle a un cœur d'une mère. Et elle sera plus attentive, plus compréhensive. Et une maman ne peut pas abandonner son enfant, une maman responsable. Alors je pense que c'est une dame aussi responsable. Il ne peut pas abandonner son pays, ses enfants. Il ne peut pas trahir son pays. Il ne peut pas vendre. Une maman qui vend son enfant, qui vend son pays, il est responsable. C'est une sorcière. C'est une sorcière. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a compris, non, on choisit des mamans parce que les hommes ont failli. Les hommes, ils ont perdu beaucoup de valeurs humaines, le sens même de l'humanité. On détruit, on tue comme des animaux. On n'a plus pitié. Alors, la mère, elle sait les douleurs de la maternité, tout ça. Je pense qu'elle va réfléchir 1000 fois pour
permettre aux ennemis ou collaborer avec des ennemis pour détruire ses propres frères ou ses propres enfants. C'est vraiment important. Moi, je pense que aujourd'hui, le monde a compris qu'on doit donner la valeur à la maman. C'est le sens de la maternité, que la maman nous dirige, que la maman nous conduise. Hein, avec ces cœurs de maman, je pense qu'il va s'en... Mes enfants, c'est les mamans, mes enfants à Massina, mes enfants à l'est du Congo, mes enfants, tout ça, ils n'ont pas mangé, hein, ils n'ont pas où dormir, non, ils ne sont pas en paix. Donc, je vais faire tout comme mère pour que mes enfants dorment bien, que chacun de mes enfants reste chez lui. Pas comme nos frères de l'Est qui, chaque fois, qu'est-ce qu'ils ont fait du mal au Congo pour être toujours comme ça menacés? Alors, je pense que moi, c'est comme ça que je comprends, j'interprète ça. Il est temps que les mamans prennent en charge le Congo. Bon, je disais, je souhaite bonne chance à ma ministre. Je pense qu'on aura la possibilité de la voir quand on sera au Congo, si elle sera ouverte, collaborant, parce que moi, j'ai un grand, comme dans les soucis toujours de ma fondation, là, souci de mon pays. J'aime mon pays et j'aime toujours donner ma part de contribution pour le développement. Maintenant, là, à Kinshasa, on a l'école, le complexe scolaire Gauthier-Nakwa. Il y a plus de 580 élèves là en Binseke. À côté, on a un centre de santé maternité Lorenzo. Et à Kimwenza, nous avons développé un domaine marial. Hein, il y a la grotte qui est là, en train vraiment de développer pour attirer un peu, disons, les pèlerins, les touristes, tout ça. Et un grand projet pour l'honneur de RDC et de la région de la ministre. J'ai un projet de construire un hôpital de 350 lits à Luila. À Luila, donc tu dépasses Luila pour aller vers, comment on appelle les villages, Sonabata. Il y a un village qu'on appelle Kiassi. À Kiassi, nous avons acheté un terrain. On a un projet de construire un hôpital moderne pour toute l'Afrique centrale. D'ailleurs, si nos ministres et nos gouvernants de l'époque étaient vraiment collaborants, cet hôpital serait déjà en construction. Mais c'était pratiquement impossible de voir le chef de l'État, pratiquement un mystère pour voir le ministre de la Santé, le gouverneur du Congo central. Dieu merci, par des personnes interposées, surtout l'implication de l'ambassadeur de l'Italie en RDC, mon frère Alberto, que je salue, je remercie. Grâce à son implication, vers la fin, on a obtenu, disons, un feu vert quand même de l'ancien gouvernement, l'ancien ministre de la Santé et du ministre de la Santé aussi du gouvernement provincial du Bas-Congo. Ça qui nous a, mais c'était venu avec 3 mois de retard. On avait perdu, disons, la compétition, parce que c'était en compétition entre différents pays francophones. On l'a perdu. Bon, on a fait un recours. Les choses évoluent assez bien. Et je pense vraiment qu'au moment opportun, on viendra avec des techniciens là en RDC. C'est pour développer RDC et par, aussi surtout la province du Congo central. Donc on a choisi, dans cette ligne de conditions, il fallait pas tout centraliser à la capitale et pas aussi aller très loin à l'intérieur, tout ça. Alors, bon, avec les études qu'on a faites, on a dit, bon, on a choisi un peu lui là. Kasangoulou, c'était avant, on pensait à Kasangoulou. On a dit, bon, Kasangoulou, c'est presque Kinshasa. Lui, on a dit qu'il y a assez. Et les terrains se trouvent presque à 200 mètres de la route principale. Donc, on sait combien d'accidents, combien de problèmes on a sur la route nationale numéro 1. Alors, quelqu'un qui peut venir de Matadi, de Boma, qui s'entoure, et a possibilité d'arriver à cet hôpital-là, de Kinshasa. Et puis, là où il y a une route qui conduit aussi, une route là qui est non asphaltée, qui pense un grand ancien projet, route qui peut aller jusqu'à Gilles Brasserie. Donc, Gilles Brasserie peut prendre l'accès avec des gens de Massina. Donc, ça sera là. Un grand hôpital avec l'université à l'intérieur. Il y aura tout. C'est vraiment, ça sera un hôpital phare
pour la RDC et pour l'Afrique centrale. Donc, prions beaucoup pour la réalisation de ce projet qui évolue bien. Alors, je demande seulement alors, à madame, Premier ministre, au chef de l'État, au moins apporter d'appuyer. En tout cas, les projets se trouvent dans le ministère de la Santé de Kinshasa et puis dans le gouvernorat aussi du Congo central. Alors, c'est la fierté pour elle, c'est sa région d'origine, donc il n'a qu'à soutenir ces projets. Merci et puis de bonnes choses, que Dieu vous bénisse le Congo et bénisse aussi tous les projets, tous les gens de bonne volonté qui aiment le Congo. Et nous souhaitons vraiment bonne chance à Maman Ministre et à son équipe. Parce que si vraiment il y a une collaboration, l'amour sincère au Congo, je pense qu'il y a moyen de récupérer notre place dans l'Afrique centrale. Merci. Télébusiness sur Molière TV+.